Dans les montagnes du nord de l'Espagne vit toujours une légende du monde sauvage. Tous les habitants des régions forestières de la côte atlantique savent bien que la brume dissimule l'un des plus redoutables prédateurs de l'hémisphère nord. Autrefois, les Celtes le surnommaient l'esprit des tempêtes. Et aujourd'hui encore, personne ici ne doute de la suprématie du chasseur des vents. Deux chaînes montagneuses, les monts Cantabriques et les Pyrénées, forment une épine dorsale rocheuse sur plus d'1 millier de kilomètres dans le nord de la péninsule ibérique. C'est un monde verdoyant et humide, une mosaïque de prairies et de forêts d'arbres à feuilles caduques. À la fin de l'été, les jours raccourcissent progressivement, annonçant les premières neiges. Les hurlements du loup ont toujours résonné dans ces montagnes. Et tout comme la neige, ils glacent le sang de tous ceux qui les entendent. Ces cris sont un ciment social, un hymne propre à chaque famille de loups, et aucun de ses membres ne peut résister à la tentation de se joindre au cœur de son clan. C'est l'heure du loup. Par cet appel tribal, le mâle dominant convoque ses sujets dispersés sur plusieurs kilomètres. Il réunit la meute sous son commandement pour l'hiver. Il est le père ou le frère de la plupart d'entre eux, mais surtout le chef du clan de la brume. Ce sont des loups ibériques, l'une des espèces les plus pures, mais aussi l'une des plus nombreuses de toute l'Europe. Chez les loups, la famille est essentielle. Et pour assurer la survie génétique de la lignée, il est capable de défendre les siens. Ils se reconnaissent, se souhaitent la bienvenue et sont contents de se retrouver. Les lieux de rencontre de ces loups sont de véritables sanctuaires où les générations successives reviennent régulièrement. Les autochtones les appellent les cuisines des loups, et certains de ces endroits sont utilisés depuis plus d'une vingtaine d'années. Les montagnes d'Espagne ont toujours été intimement liées à la vie des loups et des hommes. Ces contreforts ont été le théâtre de batailles innombrables, de l'époque des légions romaines à celle des chevaliers des Templiers. Ils dressent le portrait d'une histoire faite de sang et de légendes. Les mythes ancestraux ont fait du loup bien plus qu'un simple prédateur. L'animal a fait l'objet d'un véritable culte. C'est devenu une créature quasi surnaturelle. Au Moyen-Âge, ces forêts ont été le refuge des superstitions de l'Europe. Les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle croisaient souvent la route des loups. Leur simple présence inspirait la terreur, et c'est ainsi que ces animaux sauvages ont été assimilés au diable. Mais le loup a survécu au passage du temps, fidèle à ses montagnes, humant l'air comme il l'a toujours fait, la tête haute. La finesse de son odorat canin lui fournit de précieuses informations sur ce qui se passe sur son domaine. Il aime imprégner sa fourrure d'odeurs très puissantes. Les scientifiques ignorent la raison de ce comportement, même si certains pensent que c'est un moyen de se faire remarquer auprès de ses congénères. L'organisation sociale des loups est complexe et s'exprime à travers des postures codifiées. Le rang de chaque individu est strictement défini et chacun doit faire acte de soumission quand un animal d'une hiérarchie supérieure approche. Ces démonstrations d'allégeance envers le chef préservent la paix au sein de la communauté. Cette ritualisation canalise les velléités d'agression entre des animaux puissants et dangereux, évitant ainsi les véritables combats. Nul ne veut blesser un compagnon de chasse, car pour ramener une grande proie, la meute a besoin de tous les crocs disponibles. Le loup éclaireur a repéré une trace olfactive, l'odeur caractéristique des cerfs.
Immédiatement, tous les autres interprètent ces signaux. Ils comprennent la situation en s'observant les uns les autres. Chacun sait que pour réussir, il faut évaluer la vulnérabilité de la victime potentielle et agir en conséquence. C'est la clé du succès. Précisons qu'il y a des millénaires, les loups ont abandonné la tactique de la poursuite directe de la proie, préférant chasser en embuscade. Les loups observent les proies, cherchant à déceler le moindre signe de faiblesse. Un prédateur malin sait comment jauger la situation en déchiffrant tous les symptômes de vulnérabilité. Autrefois, on racontait que le regard d'un loup pouvait paralyser sa cible, l'empêcher de s'enfuir en glaçant son sang. Mais c'est une légende. Les loups ont fait fuir les cervidés dans la direction voulue. Maintenant, il s'agit de les traquer de manière prolongée et soutenue, à la vitesse idéale, pour s'assurer que les poursuivants dépensent aussi peu d'énergie que possible. Un loup peut courir ainsi pendant plusieurs heures grâce à sa grande cavité thoracique, ses petites griffes et son exceptionnelle endurance. Tôt ou tard, l'un d'eux fera une erreur qui lui sera fatale. La chasse coordonnée en meute est l'une des raisons du succès des loups dans l'histoire de l'évolution. C'est le fruit de leur système de communication très élaboré. La future victime s'isole d'elle-même. Seule, séparée du reste du groupe, ses chances de survie sont tout simplement nulles. Elle se jette littéralement dans la gueule du loup. La mise à mort de la proie est l'apanage du chef du clan. Le reste de la meute immobilisant la victime. Maintenant, le chef doit imposer son autorité. Son rang lui confère le privilège de manger en premier, mais tous les autres loups ont le cœur battant, ivres de ce succès de chasseur. Après l'excitation de la traque, ils ont toutes les peines du monde à retrouver un peu de calme aussi vite. Chacun respectera la hiérarchie, du moins pour l'instant. D'un regard, le chef les tient à distance. Les meutes de loups sont des groupes dynamiques en perpétuelle évolution. Certains jeunes supportent de moins en moins l'autorité du couple dominant. La force des chefs de meute est constamment mise à l'épreuve. Aujourd'hui, les loups de rang inférieur n'auront même pas le droit de se rassasier car le chef a décidé qu'il fallait partir immédiatement. Quand le calme revient sur les lieux du drame sanglant, la vie reprend son cours parmi les autres habitants de la forêt. Pour les pies, cet événement est une aubaine. Pour les autres, c'est une simple interruption. Les campagnols se déplacent le long de petits sentiers qui traversent les champs indétectables par ceux dont le regard scrute sans cesse les alentours. Mais quelqu'un d'autre prévoit de tirer parti de la situation. Ce chat sauvage est repéré par une sentinelle qui alerte immédiatement son compagnon.
Mais le campagnol, lui, ne comprend pas les signaux d'épi et il décide de poursuivre ses pérégrinations alors que le danger rôde. C'est une erreur tragique, car aux oreilles d'un chat sauvage, les pas d'un rongeur dans les herbes sont une invitation à un petit festin. La nuit, plusieurs loups de la meute qui n'ont pas pu manger plus tôt s'approchent de la carcasse. Terrifiés et faibles, ils redoutent par-dessus tout la colère du chef. Ce sont ce qu'on appelle des membres périphériques, des adultes subordonnés qui sont relégués dans les zones les plus éloignées et les plus dangereuses du domaine. Mais le maître des lieux les surveille de près. Il a bien l'intention de les empêcher de manger. C'est un moyen de les rejeter encore plus loin du noyau dur de la meute. Cette fois, même les grognements ne sont pas une mise en garde suffisante et 3 des guerriers du clan manquent de plus en plus de respect à leur chef. Quand une meute en arrive à ses extrémités, elle n'est plus viable. Le groupe doit savoir s'autoréguler afin de rétablir l'ordre et de pacifier les relations entre chacun. Certains loups de rang inférieur décident de défier le mâle dominant. Les autres n'ont aucun espoir d'améliorer leur sort dans la meute, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit au contraire parce que ce sont des vétérans meurtris et usés par leurs exploits d'autrefois. Mais dans ce cas, des loups peuvent conclure un pacte. Un jeune mâle soumis et un vieux plus aguerri qui n'a presque plus le droit de se nourrir peuvent unir leurs forces pour se détacher du groupe dans le but de se construire un avenir meilleur. Ils laissent derrière eux un groupe violent où ils étaient des laissés pour compte et se laissent guider par la lune. Ils vont devenir ce que les biologistes appellent des individus flottants, des fugueurs sans meute attitrés en quête d'un nouveau territoire. Le vieux loup va enseigner aux jeunes tout ce qu'il doit savoir et la première leçon est sur le point de commencer. Aujourd'hui, la forêt primaire est parsemée de prairies où paissent les troupeaux. C'est le long de cette frontière créée par l'homme entre le monde civilisé et la nature sauvage que depuis des siècles s'est bâtie la sombre légende des loups en Europe. Le mastif est une race canine spécialement sélectionnée pour faire fuir les loups. Par le passé, le rôle de ces chiens de berger était si capital qu'au XIIIe siècle, ces animaux étaient nourris en premier avant même les humains. Les bergers et les loups sont de farouches ennemis condamnés à une hostilité mutuelle permanente. Après avoir marché toute la nuit, les deux loups ont quitté le territoire de la meute qui les a vus naître. Ils sont maintenant dans des zones périphériques, des endroits dangereux, car ils sont occupés par des hommes et leurs animaux d'élevage. Viejo, le vétéran, sait par expérience ce que cela signifie d'attaquer un troupeau de moutons. Pour Lobo, le jeune, c'est le début de l'apprentissage. Il est nerveux car il sent la nourriture toute proche et il a toujours une faim de loup. Mais le maître sait qu'en plein jour, ils n'ont aucune chance contre les mastifs qui montent la garde. Mieux vaut battre en retraite pour l'instant. De telles alliances sont fréquentes parmi les loups. Viejo est de nouveau le chef, même si ce n'est que d'un tout petit groupe, et Lobo le suit avec déférence, impatient d'apprendre auprès de lui. Les loups possèdent une grande capacité d'apprentissage qui diminue progressivement avec l'âge. Cela leur permet d'interpréter les signaux humains. Il y a des années, Viejo est venu ici. Il a déjà été un loup flottant et il se souvient de ce qu'il faut faire pour obtenir à manger. Il faut attendre que le soleil se couche.
Ces expériences que les jeunes apprennent des anciens comprennent ce que l'on a appelé une véritable culture des loups, spécifique à chaque région du monde où ils vivent. Ici, en Espagne, les loups partagent avec les hommes une passion pour le raisin. Ce sont des grappes sucrées et très énergétiques qui ravissent le palais d'un vieux loup. Mais les vignes sont également gardées et donc très dangereuses pour les pillards. Viejo connaît le point faible des constructions humaines. Il sait qu'il leur faudra être habile pour ne pas être découvert. Mais Lobo est assailli par une foule de senteurs qui lui font peur. L'odeur du fer, des chiens et des hommes. Malgré tout, il a confiance en son maître et il le suit. Les loups peuvent manger des kilos de raisins quand ils se faufilent dans les vignes. Et ils reviennent chaque année car ils raffolent de ces fruits riches en sucre et en vitamines. Curieusement, les légendes n'évoquent pas cette coutume, préférant répandre l'idée que les loups viennent ici pour tuer. Les poulaillers sont également très tentants, mais ils sont bien protégés. Pourtant, les poules s'agitent, craignant sans doute de figurer elles aussi au menu des loups. Bientôt, c'est la panique. Il est peut-être temps de retourner se mettre à couvert. Au moins ce soir, ils ont enfin eu un bon repas. Un loup isolé n'a d'autre choix que de vivre au jour le jour. Demain, les deux compères poursuivront leur chemin ensemble. Il parcourt plus de 30 km par jour, toujours en direction du coucher du soleil. Il se déplace dans la journée pour éviter les autres loups et peu à peu, le lien qui les unit se renforce. Lobo a détecté une nouvelle odeur. Il n'a jamais rien vu qui ressemble à cette étrange rivière sans eau. C'est la première fois qu'il pose la patte sur une route. Les loups tentent toujours de suivre les chemins demandant la plus faible dépense d'énergie, si bien que leurs trajets sont souvent les mêmes que ceux des hommes. Viejo sait qu'il est facile de marcher le long du bitume. En outre, sur la route, ils ont toutes les chances de trouver des carcasses à manger. Mais il est aussi conscient des dangers qui les menacent. Les jours passent, mais leurs estomacs restent désespérément vides. La faim accompagne ces loups errants à chaque pas. Tous les jours, ils risquent de mourir, car les seules terres encore disponibles sont justement celles dont personne ne veut, celles où les proies sont rares, des paysages désertiques pour les chasseurs. Ils doivent éviter les humains, les chiens et les autres loups. Peut-être ne trouveront-ils jamais leur terre promise, mais tant qu'il leur reste un peu de force, ils continueront à la chercher. Dans ces montagnes, l'homme vit aux côtés des loups depuis des siècles.
Les pèlerins ont rapporté des récits effrayants d'attaques sanglantes alimentées par les superstitions. Le brouillard ou la nuit était le décor funeste de ces histoires qui associaient l'animal avec le diable. Les populations locales pensaient qu'il suffisait de prononcer son nom pour faire apparaître le loup. Tant et si bien qu'elles ont inventé environ 70 expressions différentes pour parler de lui sans le nommer. On disait par exemple « notre ami »,« l'autre » ou même « oncle Jean ». L'eau qui dévale les pentes montagneuses n'a pas totalement emporté cet héritage culturel. Et les loups d'aujourd'hui souffrent encore des conséquences de leur propre légende. Durant quelques jours, les deux loups ont subsisté en mangeant des fruits sauvages et de petits animaux trouvés en chemin. Ils sont parvenus à traverser les territoires de plusieurs meutes sans faire de mauvaises rencontres. Lobo poursuit sa formation et apprend les ruses de la survie dans des conditions extrêmes. Le maître marche devant, vers la rivière en crue. Dans les mares peu profondes, il sait qu'il trouvera quelque chose à se mettre sous la dent. Au programme du jour, une leçon de pêche. Le loup n'est pas un animal particulièrement doué pour attraper les poissons, mais il peut apprendre à pêcher quand la faim ne lui laisse pas d'autre choix. C'est un spectacle rare. Utilisant une technique qui, bien que peu subtile, a le mérite d'être efficace, Viero provoque une telle confusion dans la mare qu'il contraint les truites à se mettre à découvert. Comme toujours, le loup harcèle ses proies en attendant qu'elles fassent un faux pas. Effectivement, comme le cerf avant elle, une truite commet une erreur juste avant d'être attrapée. Lobo se désintéresse bien vite de la pêche car il se sent observé. C'est au tour, ce rapace qui en temps normal boit et se baigne dans les points d'eau maintenant occupés par les loups, devra attendre ou aller ailleurs. La meute qui règne sur cette rivière a repéré les deux voyageurs et elle n'a pas du tout l'intention d'autoriser une telle violation de la loi la plus sacrée des loups, ne jamais pénétrer sur le territoire des autres. Concentrés sur les poissons, les deux compagnons ne se rendent pas compte que les maîtres des lieux se sont déployés pour passer à l'attaque. Quand ils s'en aperçoivent, il est déjà trop tard. Il n'y a aucune échappatoire. Viero sait que la seule solution qu'il leur reste est de camper sur leur position et de se battre jusqu'à la mort. Tandis que Lobo est neutralisé, le chef de la meute s'en prend à Viero, car il a senti qu'il était l'initiateur de cette intrusion. Lobo est incapable de se relever, pris au piège par un adversaire plus fort que lui. Maintenant, son maître reste son seul espoir. Mais le chef de la meute locale décide que cela n'en vaut pas la peine. Il se trouve face à un rival qui se bat pour défendre sa vie, tandis qu'il voulait simplement régler une banale intrusion sur son territoire.
S'il est une chose que les loups et les hommes ont toujours eu en commun dans ces montagnes, ce sont les conflits territoriaux. Chaque camp veut établir sa souveraineté sur les terres qu'il occupe, prêt à aller jusqu'à tuer pour se faire respecter. Pour ceux qui peuvent voler, se poser sur le sol n'est pas sans risque. Mais pour eux aussi, l'eau est une ressource vitale. L'autour n'est pas dans son élément ici. Sa place est dans les airs et il regagne le ciel dès que possible. Après avoir couru sur plusieurs kilomètres jusqu'à être sûrs d'être en sécurité, les deux loups s'accordent un repos bien mérité. Ils ont combattu côte à côte, sauvant leur vie contre des adversaires plus nombreux. Ensemble, ils donnent l'impression de pouvoir surmonter tous les obstacles. Le sommeil sert à fixer les expériences dans le cerveau complexe d'un mammifère. La mémoire de ce qui a été appris est stockée pour toujours dans les neurones pour pouvoir être mobilisée de nouveau en cas de besoin. Bataille sanglante, partie de chasse ou témoignage d'affection, nul ne sait à quoi rêvent les loups. Pour les chats sauvages, les relations avec leurs congénères sont très différentes. Les félins sont la deuxième famille de carnivores la plus prospère, mais contrairement aux canidés, ce sont presque tous des animaux solitaires. Ils ne se réunissent que pour se reproduire, et la saison des amours peut être dangereuse pour des individus peu portés sur la courtoisie. Si cette femelle ne l'accepte pas, ce mâle devra se contenter de laisser sa trace olfactive à l'intention du prétendant suivant. Quelques heures plus tard, des croassements tirent l'aubeau du sommeil. Il se passe quelque chose. Quand il se lève, comme chaque jour, il cherche son compagnon pour se remettre en route. Mais ses narines sont attirées par une odeur qu'il ne connaît que trop bien et qui vient de tout près. Le maître est mort. Son dernier enseignement aura été une leçon de courage. À travers les montagnes, ce requiem d'un loup solitaire parvient jusqu'au clan de la Brune, la meute dans laquelle il est né.
c'est l'absence. Désormais, le monde sera encore plus dangereux pour Lobo. Il devra faire face aux épreuves sans les conseils avisés de son tuteur. Il n'est plus qu'un loup errant persécuté de toutes parts. Il n'a plus de terre, plus de famille. Maintenant, il n'a plus que lui-même et ce que Viejo lui a légué. Guidé par la lune, Lobo révise les leçons de son maître. Il est tenaillé par la faim et le troupeau est une tentation irrésistible. Il a bien envie de tenter sa chance. Les moutons semblent très vulnérables, comme s'il suffisait de se servir. Mais le maître lui a enseigné la prudence. Le mastif est un excellent chien de garde. Tandis que le jour se lève, Lobo est intrigué par un son inconnu. Derrière les derniers rochers, un horizon inconnu s'étend à perte de vue devant lui. Tout est bleu. Le jeune loup approche de ce qui est à ses yeux une immense rivière avec une seule rive, l'océan Atlantique. Ici, en Galice, il existe encore des populations de loups dont le territoire se trouve au bord de la mer. Mais pour Lobo, c'est une nouveauté. Les flots rugissants, le vent salé et ces nuées d'oiseaux blancs lui inspirent un mélange de crainte et de fascination. C'est peut-être ici que son maître le conduisait. Il se souvient de l'épisode de la pêche aux truites. Si les petites mares contenaient de la nourriture, à n'en pas douter, le long de cette grande plage, il doit y avoir des proies encore plus imposantes. Le long de l'Atlantique, la zone intertidale, la partie de littoral découverte à marée basse, est un écosystème regorgeant de vie. Quand il parvient sur le sable, Lobo s'aperçoit de la richesse de l'endroit. Mais la rive de cette étrange rivière remue violemment, comme si elle voulait l'engloutir. Cet univers ne ressemble à rien de ce qu'il a connu depuis sa naissance. Et son estomac crie toujours famine. Après avoir marché plusieurs kilomètres, il aperçoit de la nourriture. La marée basse a déposé un cadeau marin, un drôle d'animal qui a l'allure d'un poisson et l'odeur d'un mammifère, un dauphin. La couche adipeuse superficielle, qui faisait office d'isolant thermique aux cétacés quand ils nageaient encore dans l'Atlantique, se révèle très nutritive pour un loup sous-alimenté. Cependant, par-dessus tous ces arômes exotiques, il en est un qu'il connaît par cœur. L'odeur des humains est partout sur la côte. Et dans la journée, cet endroit est bien trop exposé. Alors quand il a un peu calmé sa faim, il décide qu'il n'est pas prudent de rester trop longtemps dans les parages.
La nuit, il se sent plus seul que jamais. Une fois rassasié, il a tout le loisir de constater un autre instinct qui brûle dans ses entrailles, celui de fonder une famille. Au loin, le hurlement timide d'une femelle enflamme ses sens. Peut-être sa destination finale est-elle dans ces montagnes inexplorées. C'est le printemps dans la vallée. En cette saison, les montagnes fourmillent de jeunes mères dont la principale préoccupation est d'assurer la survie de leurs petits. Cette laie, consciente qu'elle vit sur le territoire des loups, tente de se faire aussi discrète que possible. Autrefois, les sangliers étaient eux aussi des animaux totémiques pour les Celtes qui peuplaient ces montagnes. Et comme les loups, ils sont tombés en disgrâce avec l'avènement du christianisme. Pourtant, la guerre que l'homme a livrée aux loups a permis aux sangliers de prospérer dans toute l'Espagne. Cette vallée fourmille de proies et de cours d'eau. C'est le domaine d'une très grande meute, celle qu'on appelle le clan de la côte. L'un des loups éclaireurs a localisé la famille de sangliers. La laie sait qu'elle n'est plus seule, et courageusement elle choisit de se sacrifier. Elle laisse ses marcassins cachés dans les forêts et s'éloigne pour attirer sur elle-même toute l'attention des loups. Un sanglier adulte est un terrible rival, capable de blesser ou même de tuer un loup. Mais les loups du clan de la côte sont très imposants. Ce sont des rabatteurs et des chasseurs émérites, tous en pleine possession de leurs moyens. La meute va bientôt se disperser pour permettre au couple dominant de se reproduire. Ce sera sans doute la dernière grande partie de chasse de la saison. Des loups toujours plus nombreux surgissent autour de la laie. Ils avancent parallèlement à leur victime. Ils la traquent en prenant leur temps. Ils vont tenter de l'épuiser sans lui laisser un seul instant de répit pour reprendre ses forces. Les rabatteurs se relaient. Elle ne peut leur échapper. Elle doit continuer à courir. La courageuse femelle est à bout de force. Sans cesse, elle est pourchassée par un nouveau loup plein d'énergie. Les grosses proies parviennent souvent à s'en tirer car en raison de leur épaisse fourrure et de leur morphologie compacte, il est difficile de les mordre à des endroits vitaux. Mais le clan de la côte est d'une efficacité sans faille, toujours à l'affût du bon moment, de la bonne cible. Avec la mort de la laie, les problèmes ne font que commencer. Tous les membres du clan viennent réclamer leur part. Le chef a du mal à maintenir l'ordre. Après cette traque meurtrière et palpitante, la meute est en proie à une certaine frénésie.
Tandis que les mâles se battent, une femelle sent la présence d'un étranger. C'est la femelle que Lobo a entendu hurler la veille. C'est pour elle qu'il est venu jusqu'ici, profitant de la confusion générale pour passer inaperçu. Lobo est attaqué par les mâles du clan. Quelques morsures suffisent à le convaincre qu'il n'a pas sa place dans cette meute. Tandis que Lobo s'éloigne, il est rejoint par la femelle. C'est une jeune louve de rang inférieur et personne dans la meute ne la regrettera. Pour tout dire, si quelques membres le quittent, le clan de la côte ne s'en portera que mieux. Ce départ est également avantageux pour elle sur le plan biologique, car dans le clan, elle n'aurait jamais eu le droit d'avoir des petits avant plusieurs années. En effet, les femelles subalternes peuvent au mieux espérer être des nourrices pour la progéniture des louves dominantes. Au moins, avec ce jeune mâle, elle peut aspirer à un avenir meilleur. Depuis qu'ils sont ensemble, il joue un nouveau rôle. Quant à sa compagne, elle jouit d'une liberté inconnue jusqu'alors, car autrefois, elle devait constamment faire preuve de soumission envers les autres membres du clan. Maintenant, tout a changé. Les jours passent. Ils arpentent les montagnes à la recherche d'un endroit où s'installer, d'un territoire qui n'aurait pas été marqué par d'autres loups. Puis un jour, ils trouvent une vallée qui semble idéale. C'est une terre où tout semble possible. Chez les loups, la monogamie et la fidélité sont la règle. Contrairement aux autres carnivores, les loups sont généralement très tendres envers leurs partenaires pendant qu'ils se font la cour. Le mâle doit obtenir les faveurs de la femelle et ses armes de séduction sont la persévérance et la délicatesse. Pour l'instant, une meute qui ne comprend que 2 individus ne peut pas espérer chasser de grosses proies. Mais par chance, l'une des clés de la réussite biologique de l'espèce est sa capacité à survivre en consommant de petits mammifères. Ceux-ci sont à la fois abondants et d'une grande valeur nutritionnelle. Dorénavant, les chats sauvages de la vallée seront bien obligés de partager leurs réserves de rongeurs. En peu de temps, chaque espèce fait découvrir la vallée à une nouvelle génération. Les jeunes animaux ont beaucoup à apprendre. Mais cette année n'est pas comme les autres. Désormais, un nouveau son emplit l'air. Il annonce la concrétisation d'un rêve.
ils peuvent défier le vent avec leur propre hurlement, l'hymne qui clame haut et fort qu'une famille vit en ces lieux. Ce sont 3 petits diablotins noirs qui font la fierté de leurs parents. Lobo et sa compagne prendront soin d'eux, les nourriront et leur transmettront la culture des loups. Et un beau jour, ils seront capables de chasser de grands cerfs aux côtés de leur père. Ils perpétueront la légende, et ce sera à eux de faire en sorte qu'à l'avenir, ces montagnes soient toujours le domaine des loups.